Seconde partie, nous recevons Madame Armande Lo qui viendra nous parler de son organisation Mandabio, ainsi que Monsieur Ibrahim Ouad qui viendra nous parler de son exposition qui s'appelle Modèle, qui aura lieu à Rufisque du 5 au 12 juin prochain. Mais tout de suite, nous allons accueillir une diplômée de l'Université de Miami en Floride. Cette informaticienne sénégalaise est une inventrice de génie. Elle a créé plusieurs systèmes informatiques qui ont révolutionné le monde de la technologie, notamment l'application Shazam. Exactement, Shazam a été créée par une Sénégalaise. Elle a également été lauréate du Cartier Women's Initiative Awards 2010, ainsi que du MEST Africa Challenge 2022. Nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Biram Sok. Bonsoir Madame Sok. Oui, bonsoir Ali. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup au Sénégal, alors que vous avez fait tellement de choses, vous avez créé tellement de choses sur le plan de la technologie à travers le monde. C'est vraiment un plaisir de recevoir quelqu'un comme vous. Moi, j'aimerais d'abord commencer par le prénom. Je me dis, il y a une histoire peut-être derrière votre prénom. C'est la première fois que je vois une femme qui s'appelle Biram. Ah bon? Pourtant, je pense qu'il y en a quelques-unes au Sénégal qui s'appellent Biram. Je pense qu'il y en a même une autre qui s'appelle Ndeye Biram Sok. Ah oui? Mais c'est le nom de ma grand-mère. Qui est de Ngaye Mékhé. Et donc, bon, quand j'ai appris, quand j'étais petite, que c'était le nom d'un garçon, j'ai même essayé de changer mon nom. J'ai dit à mes parents, il faut qu'on change mon nom. Et on m'a dit, voilà, on l'appelle Bintou. J'ai dit, donc je m'appelle Bintou, je suis allée à l'école, j'ai dit. mais voilà, je corrige tout le monde et je dis juste, c'est Ndeye Biram Sok, et quand on demande Monsieur Sok. Et en plus, je pense que ça a été plus facile comme vous avez vécu longtemps aux États-Unis et ils ne savent pas si Biram c'est masculin, c'est féminin. Exact. Et vous avez étudié à l'université de Floride, à l'université de Miami en Floride. Exact. Et vous avez suivi des cours en informatique. Et à un moment donné, je ne sais pas... parce que beaucoup de gens font informatique, mais entre être informaticien et avoir ce don de la programmation, comment ça s'est fait? Comment vous avez su que vous aviez ce talent pour coder? C'est une très bonne question, parce que je ne savais même pas ce que c'était l'informatique quand je l'ai découvert. En fait, ma première filiale, c'était plutôt le journalisme. Et c'était un de mes conseillers à l'université parce qu'il fallait que je trouve une seconde filiale par rapport à ce que je faisais. Et j'aimais beaucoup les maths et ils m'ont proposé d'aller voir si l'informatique m'intéresserait. Et j'y suis allée, on m'a invitée à faire partie d'une des classes. Je n'y comprenais rien du tout. Personne ne me ressemblait, mais je me suis dit, il faut... ça doit être un bon challenge pour moi. Je pense que la majorité de ce que j'ai appris, c'était pas forcément en classe, mais c'est le fait de pouvoir m'entraîner toute seule à la maison, que j'ai pu découvrir en fait ma passion pour la programmation, le fait de pouvoir écrire quelques lignes et de l'autre côté voir toute une application qui permet de donner des informations, de créer des images, etc. C'est une passion absolument. très forte. Et vous avez parlé de journalisme. Je rappelle que votre père était journaliste ici à la RTS. En effet. C'est lui qui faisait l'émission Disso. Nous, on s'en rappelle. Lui, il est trop jeune. L'émission Disso, je pense que beaucoup de gens se rappellent surtout du générique. Oui, ça nous a beaucoup versé pendant notre enfance. Et là aussi... Quand on parle de, par exemple, moi, je tombais des nues quand on m'a dit que c'est une Sénégalaise qui a créé Shazam, ou bien qui est à la base de Shazam. Moi, je me dis, comment on fait pour ne pas le savoir? Pourquoi personne ne communique là-dessus? Je pense que déjà, quand mon parcours a commencé dans le monde de l'entrepreneuriat. J'avais déjà commencé avec une autre application de musique sur les téléphones mobiles et c'était tout au début
en fait, je me vieillis un peu, mais c'était au moment où on connaissait même pas forcément les ringtones et les applications de musique sur le téléphone, juste parce que on n'avait pas des smartphones et on n'utilisait pas forcément d'applications sur le téléphone à part appeler quelqu'un. Et en fait, j'aime bien corriger quand même pour dire, je ne suis pas à la base de la création de Shazam. Parce que la structure existait déjà la structure existait déjà en Angleterre. Et il y avait pas mal d'autres entreprises qui avaient une technologie qui permettait de faire la reconnaissance de la musique, mais ils l'utilisaient différemment. Et moi, quand j'ai eu l'idée, c'était juste de me dire, quand je veux acheter, quand je vais dans un magasin pour acheter un CD, je ne sais pas comment expliquer, parce que c'est juste quelque chose que j'ai entendu et je suis obligée de chanter. Et comme on n'a pas tous ce talent, on s'y retrouve pas souvent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches et que je suis tombée sur Shazam, je suis tombée sur le fondateur original. Et on a négocié et j'ai eu l'exclusivité en fait pour utiliser une partie de leur technologie. Mais j'avais l'exclusivité pour l'utiliser aux États-Unis et au Canada. Et c'est comme ça que j'ai développé toute l'application autour. Parce que dans les temps aussi, comme il n'y avait pas de smartphone, il fallait vraiment se connecter au réseau de l'opérateur. Et c'est comme ça qu'on a été les premiers à lancer la reconnaissance musicale aux États-Unis, avec les plus gros opérateurs là-bas, et au Canada. Et c'est quand j'ai vendu l'entreprise en 2007 que Shazam a pu prendre le chemin que j'avais, la porte que j'avais ouverte en fait pour le monde, sachant qu'ils avaient leurs propres soucis financiers, ils avaient du mal à vendre le service, ils avaient du mal à sortir en fait vraiment de l'Angleterre. Et donc voilà l'histoire. Et là aussi. Quand vous développez cette application, est-ce que vous êtes entouré? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens avec vous? Comment vous faites? Ou bien vous faites ça toute seule? Non. Bon, je travaillais de la maison. Je travaillais déjà pour une entreprise, une autre start-up, qui était concentrée sur la messagerie unifiée. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, quand j'ai développé cette première application de dédicace musicale, je suis allée voir mon patron dans les temps. Et je lui ai dit, je pense que c'est le futur, la musique sur les téléphones, c'est le futur. Il m'a dit, non, on va se concentrer sur la messagerie. J'ai dit, mais je le sens dans mon ventre, il faut absolument que je le fasse. Et j'ai passé toutes mes nuits et mes week-ends, en fait, à développer toute seule, jusqu'à ce que je me lance. J'ai eu mon premier client et donc j'ai quitté l'entreprise pour me concentrer sur l'application que j'avais développée. Mais comme je pense, j'avais pas forcément cet entourage et cette formation pour être entrepreneur comme on le définit, je dirais, aux États-Unis et surtout à San Francisco, qui était vraiment le cœur de l'entrepreneuriat aux États-Unis. J'ai juste fait les choses comme je le sentais. J'ai pas forcément embauché une équipe. C'était très difficile de lever des fonds. Je n'avais pas les fonds moi-même pour déjà créer toute une équipe autour de moi. Et les investisseurs ne comprenaient pas forcément ce que j'essayais de leur expliquer. Ils pensaient que c'était trop tôt. Et aussi, c'est pas si évident de lever des fonds quand on est entrepreneur, femme, noire, africaine, qui parle avec un accent. Les investisseurs ont un peu du mal à voir, en fait... on est un peu plus un risque pour eux parce qu'on est différent. Voilà, de ce qu'ils ont l'habitude de voir, des personnes dans lesquelles ils ont l'habitude d'avoir confiance ou d'investir. Absolument. Et vous n'avez jamais pensé, comme parfois les gens font, à trouver un Américain blanc de service pour pouvoir faire les démarches à votre place? Non. D'ailleurs, quand j'ai commencé Music Phone, qui était le nom de l'entreprise, j'avais quelqu'un avec qui je travaillais, c'était un Indien. Et quand je lui ai présenté l'idée, ce que je voulais faire, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on est arrivé jusqu'au jour où on devait signer les documents, enfin la veille du jour où on devait signer les documents pour le partenariat, en tant que cofondateur.
Et ce jour, on parlait en fait de la stratégie où on voulait aller. Et il m'a expliqué il me disait qu'il pensait qu'on devrait d'ailleurs embaucher un CEO blanc. Il faudrait que ce soit un homme parce que ça sera plus facile pour lever les fonds. Et je l'ai mal pris. Ah oui, je l'ai mal pris. J'étais très calme. Mais je lui ai dit, je pense que si tu es convaincu qu'on n'est pas en mesure de le faire nous-mêmes, je pense pas que tu es la meilleure personne pour pousser ce projet. Et le lendemain, on s'est séparés. On est allé voir les avocats et finalement, on a séparé. Je me suis dit, je vais me lancer seule. Et pour moi, c'était quelque chose que je pensais, j'étais convaincue que je pouvais le porter. Absolument. Et donc, je ne comprenais pas cette idée de devoir aller voir quelqu'un d'autre pour porter un projet qui est le nôtre. Comment est-ce qu'ils allaient comprendre la vision qu'on avait pour le projet ? Et pourquoi il faut qu'il soit blanc. J'ai jamais compris en fait cette idée, parce que moi personnellement, la manière dont j'ai grandi en Afrique, mais à l'école française, où on était, c'était une opportunité, une grande opportunité de pouvoir être à l'école française dans les temps, mais en même temps, c'était un challenge parce que on est peut-être 10 Noirs, 10 Africains dans toute l'école. On fait face à énormément de soucis où on nous rappelle qu'on est différent, même si on est en Afrique. Et donc, j'avais un peu appris à juste vivre avec et me dire, il faut juste te baser sur ton travail. Et c'est peut-être aussi ce que nos parents nous ont appris. Il fallait avoir de bonnes notes pour pas que le professeur vous dise quelque chose ou vous critique. Et donc, quand j'ai jamais forcément chercher à me dire, ok, c'est parce que je suis africaine ou c'est parce que je suis noire que je n'ai pas pu faire ça ou que je n'ai pas eu accès à ça ou ça. Et donc pour moi, je suis capable de le faire. C'était peut-être de la naïveté dans un certain point, mais je pense qu'il faut être naïf parfois pour pouvoir avancer dans la vie, parce que si on se concentre trop sur les soucis qui pourraient y arriver ou les blocages que les gens vont nous porter, on ne va jamais avancer. Absolument. Et moi, c'est ce qui me fascine encore, c'est le fait que vous ayez d'abord porté ce projet, que vous l'ayez développé, et que vous êtes allé jusqu'à le vendre en étant toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de grosse structure, il n'y a pas d'équipe. Vous développez ce Shazam jusqu'à ce que ça soit vraiment une grosse boîte et que les gens aient envie de l'acheter et de l'acheter cher. Et vous avez tout fait tout seul. Oui, je l'ai fait toute seule parce que pour moi, déjà, je ne pensais même pas en tant qu'entrepreneur, directrice de société. C'est pour moi, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui voient le fait d'être entrepreneur comme étant la personne qui maintenant peut avoir un grand bureau, pouvoir gérer autant de personnes, On voit des jeunes qui mettent CEO alors qu'ils sont seuls. Hein. Exact. Alors que sur leur carte de visite CEO, et ils sont tous seuls. Voilà. Alors que pour moi, je me dis toujours, même quand j'avais dans ma deuxième société, quand on avait une grosse équipe, je leur disais, moi, je préférais qu'on n'ait pas de titre. J'ai préféré ne pas avoir de bureau, qu'on se mette tous dans la même salle et qu'on soit tous ensemble. J'ai appris un peu avec la vie que parce que tout le monde ne voit pas ça de la même manière, parfois il faut pouvoir créer... En fait, il faut pouvoir expliquer les rôles. Tout à fait. Parce que sinon, tout le monde pense qu'on peut juste jouer n'importe quel rôle juste parce qu'on n'a pas de titre. Absolument. Quand on va faire du commercial, les gens veulent savoir à qui ils ont affaire et quel est votre titre, c'est-à-dire quelles sont les responsabilités que vous avez. Est-ce que vous êtes en mesure de prendre une décision ou pas, etc. C'est à ça que sert. Donc c'est à ça que ça sert. Mais ça ne sert pas à se déterminer soi-même ou déterminer sa personnalité, etc. Donc pour moi, je n'ai jamais vu ce côté-là. C'est pour ça que quand j'ai créé l'entreprise, j'essayais juste d'avancer. J'avançais avec ma passion. J'adorais ce que je faisais. J'adorais les retours sur ce qu'on construisait. Quand j'avais besoin d'aide, j'étais consciente de ce que je ne savais pas faire. Si je ne savais pas faire, j'allais trouver quelqu'un qui pouvait me le faire, mais je ne m'engageais jamais sur le long terme parce que je n'étais pas sûre de pouvoir m'engager, même financièrement ou autrement avec eux. Et j'étais pas sur l'optique de créer une entreprise pour après aller la vendre ou faire quoi que ce soit. J'étais jeune et naïve, mais très passionnée, et je travaillais autant d'heures qu'il fallait pour arriver à mon rêve. Donc l'idée de la vente, ça venait pas de vous? Non, ça ne venait pas du tout de moi. Il y a quelques personnes qui m'en avaient parlé. Il y avait certaines personnes dans mon entourage, d'autres entrepreneurs
dans le secteur qui avaient vendu leurs entreprises. Donc voilà, on y pense, mais pour moi, c'était bon. Ça, c'est sûrement eux, comme d'habitude. Voilà, c'est sûrement eux, mais moi, c'est pas mon parcours. On verra bien là où je vais. Et j'étais déjà en train de penser à la prochaine application que j'allais développer sous la même entreprise. C'est eux qui m'ont appelé et qui m'ont dit: est-ce que vous avez pensé à vendre votre entreprise? Et je leur ai dit, je suis pas sûre, mais peut-être pour le bon prix. Et après, j'y ai pas du tout réfléchi, j'y ai pas du tout pensé encore par rapport à cette conversation, parce que j'essayais plutôt d'avoir un partenariat avec eux pour utiliser leur technologie pour l'application que je voulais développer. Et ils m'ont rappelé la semaine suivante en me disant, on a parlé avec le conseil d'administration et on aimerait racheter votre entreprise. Et est-ce qu'on pourrait avoir une réunion pour négocier les termes, parce qu'on aimerait avancer très vite. Et c'est comme ça que j'ai été obligée de le prendre au sérieux et de me dire, OK, je le fais ou je le fais pas. C'est très difficile pour beaucoup d'entrepreneurs de se détacher de son bébé. Mais pour moi, c'était plus... je savais, il y avait tellement d'autres choses que je voulais faire. Je commençais à m'ennuyer parce que, encore une fois, comme j'étais seule, l'entreprise était limitée à ce que personnellement j'étais capable de faire. Et donc, je me suis dit, si tu veux vraiment que tout ce que tu es en train de construire puisse vivre et aller vraiment s'agrandir comme il le faut, c'est comme aller laisser son enfant s'envoler, aller à l'université, etc., et créer sa propre famille. Laisse aller et va faire autre chose, sachant que je savais déjà ce que je voulais faire. Exactement. Donc c'est ça qui vous aide un peu, parce que, pour le dire peut-être assez simplement, là, vous devenez riche du jour au lendemain, un peu. Quand on vend une structure comme ça, après on se dit, il y a parfois on réagit bien, parfois on réagit peut-être mal, on se dit, il faut que je dépense, il faut que je fasse des trucs. C'est peut-être parce que vous avez déjà des projets en tête. Non, mais c'était... bon, oui, mais c'était pas forcément une question de... Oui, est-ce qu'il faut devenir riche ou parce que certaines personnes vendent leur entreprise, mais ont des parts en échange et après vont travailler avec l'entreprise pour continuer. Donc, on vend pour différentes stratégies, en fait, par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on pense. Si on est entrepreneur qui pense vraiment à ce qu'on est en train de construire, plutôt qu'à soi-même, on pense à voir quel est le meilleur moyen de continuer cette aventure. Et donc pour moi, cette aventure peut continuer. Je pense que j'ai construit quelque chose que eux peuvent continuer à apporter. Moi, personnellement, je vais aller faire autre chose parce que j'ai déjà cette autre grande idée que je veux mettre en place. Et maintenant, j'aurai le financement que je n'avais pas avec le premier, qui me rendra peut-être les choses plus faciles. J'avais tort. Tout est toujours compliqué dans la vie, mais je me disais que ça allait être une autre aventure. Bon, il y a tellement de sujets par rapport à la vente d'une entreprise et ce qu'en devient l'entrepreneur, ce qu'en devient ce qu'on gagne. Et je dis toujours, peut-être pour moi, surtout en étant ici au Sénégal et qu'on ait ce genre de conversation, je pense qu'il est important qu'on puisse en parler un peu plus et parler un peu plus de ce que les gens gagnent et ce qu'ils en font et comment faire en sorte qu'on prenne les meilleures décisions quand on a cet investissement, quand on vend son entreprise. On voit beaucoup de gens aux États-Unis, ils ont des conseillers, ils ont la famille qui est déjà passée par ce trajet, donc qui les conseille. On n'a pas forcément cette expérience parce qu'on n'a pas énormément d'entrepreneurs qui sont passés par là. L'achat d'une entreprise n'est pas quelque chose de courant en Afrique. Et donc, quand on le fait, on se sent... c'est la panique, en fait, au début. C'est qu'est-ce que je fais avec ? Comment je fais pour m'assurer que je prends les bonnes décisions ? Mais en même temps, comme on a envie de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire. On veut pouvoir aider toutes les personnes autour de nous. C'est clair. À l'africaine. À l'africaine, mais aussi c'est juste parce qu'on a grandi comme ça, où c'est pas seulement nous, c'est toutes les personnes qui vous ont permis d'être là. Tout à fait. Et donc, on pense à tout ça, mais aussi on a cette pression en se disant, il faut quand même que je continue maintenant
à travailler, à faire quelque chose, mais on a cette pression, est-ce que ça va être aussi bien que la fois dernière? Et donc parfois on a du mal à redémarrer. Absolument. Et c'est pour ça que pour moi, comme j'avais déjà une idée que je voulais développer, c'était un bon moment d'y aller et de juste continuer l'aventure plutôt que de m'asseoir. Peut-être prendre trop de temps pour moi-même et avoir du mal à redémarrer, sachant que j'étais encore jeune. Ouais, tout à fait. Voilà. Avant de passer la parole à mes camarades, parce que vous parlez de l'autre aventure, là aussi c'est quelque chose de révolutionnaire, parce que vous inventez des choses qui n'existaient pas. Ça, je pense que c'est une inspiration, parce que vous créez une structure qui fait des reçus électroniques. Parce que pour ceux qui ont vécu aux États-Unis, ou bien des pro-américains comme Thierry, parce qu'il y a beaucoup de remboursements qui se font sur la base des tickets, et donc les gens, ils collectionnent un peu beaucoup de tickets pour se faire rembourser lorsqu'on n'est pas résident, ou bien ce genre de choses. Et là, beaucoup laissent passer leur argent parfois parce que ils ont la flemme de tout garder. Et vous dites, mais est-ce qu'on ne pourrait pas digitaliser tout ça? Oui. Partout où je suis en train d'observer et j'ai l'esprit qui continue à tourner. Comment je peux régler ce problème? Et en même temps, je me dis, je n'ai pas envie de faire la même chose que toutes les autres personnes ont fait. Je vais regarder toutes les autres ce que tout le monde a fait et voir comment, là où je pense qu'il y a des opportunités de faire mieux, ou là où il y a des opportunités pour faire différemment, parce qu'on peut toujours apprendre des erreurs des autres ou apprendre des expériences des autres, mais j'adore introduire quelque chose de nouveau et avoir cette impression que je dois convaincre les gens que que c'est possible et que c'est le futur. Il fallait convaincre tout le monde que la reconnaissance musicale était quelque chose que les gens allaient vouloir utiliser. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a Shazam sur leur téléphone et l'utilise tout le temps. Mais on devait expliquer le pourquoi on pensait que c'était... Absolument. C'était important. Tout à fait. Voilà. Donc, je sais pas. Pour moi, les reçus numériques, c'était aussi un peu de naïveté, parce que je me disais, bon, on peut construire ça très rapidement. Je regarde juste le monde et je me dis, voilà, je pense que si on utilise telle technologie, ça, si on le met ensemble, on peut créer quelque chose de nouveau et qui peut servir à tout le monde. Mais très vite, je me suis rendu compte que les données n'étaient pas disponibles. Les données des reçus n'étaient pas disponibles, en fait, dans une base de données. Donc, il aurait fallu qu'on aille récupérer ces données directement. Donc, cela a fallu développer énormément d'applications. On passait les nuits, encore une fois, et les week-ends avec les 2 développeurs que j'avais pour essayer de voir comment faire marcher les reçus numériques, comment avoir ces données et les avoir dans un format standardisé. Et donc, ça nous a permis d'ailleurs de développer le standard pour les reçus numériques aux États-Unis, qui est toujours utilisé à ce jour. Pour tout le pays. Pour n'importe, même le monde, c'est pour n'importe qui aimerait savoir comment déjà créer une base de données de reçus numériques et comment créer des reçus numériques qui peuvent être lus par n'importe quel système. J'utilise des termes assez simples pour pouvoir l'expliquer, mais donc ils peuvent se baser sur ce standard. Absolument. Et là aussi, ça vous a pris combien de temps pour le faire? Est-ce que ça s'est fait vite? Donc la première entreprise, je l'ai démarrée en 2002, je l'ai vendue en 2007. La deuxième, je l'ai démarrée en 2007 et je l'ai vendue en 2013. Donc je pensais 5 ans à chaque fois. Et la deuxième aussi, c'était pas l'idée Donc on a développé l'application, je pense, pendant près de 2 ans. On a testé avec des petits magasins juste de test pendant à peu près 1 an. Et après, on a pu avoir notre premier gros client qui était Whole Foods. Et donc, on avait des millions de reçus là qui nous venaient tous les jours. On a eu pas mal d'autres clients et on a créé toute une plateforme Parce qu'en fait, une fois qu'on a les reçus, il y a le côté consommateur, oui. Donc, on avait un site pour le consommateur pour qu'il puisse retrouver ses reçus. Mais on s'est rendu compte que la plus grande valeur, c'était que maintenant, on comprenait le profil des consommateurs. Parce que si on sait ce qu'ils achètent,
la fréquence à laquelle ils l'achètent. Et que s'ils achètent dans tel magasin tel type de produit, mais dans l'autre magasin tel type de produit, c'est de la valeur qu'on peut créer pour pouvoir leur donner voilà, pour pouvoir leur donner ce qu'on appelait des coupons, donc des promotions basées sur leur profil d'achat. Absolument. Voilà. Je vais passer la parole à Laura. Bonsoir Madame Sack. Oui, bonsoir. Félicitations pour tout votre parcours et merci d'être avec nous pour le partager parce que je pense que ce qui est très intéressant dans ce dont vous étiez en train de nous parler, c'est aussi toute la transparence dont vous faites preuve pour pouvoir nous raconter un peu ce par quoi vous êtes passé, pour pouvoir mettre en place les entreprises dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui et aussi comment on peut passer finalement d'une étape à une autre dans une carrière en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est assez précieux aussi de voir que au-delà du fait que c'est important pour nous, ici au niveau du Sénégal, d'avoir des modèles avec qui on peut discuter et rentrer autant dans les détails comme ce que vous êtes en train de faire, c'est aussi ce qui est encore plus précieux, c'est vraiment cette idée-là de raconter aussi les coulisses derrière tout ça et qu'on puisse comprendre un peu comment on est censé en fait se débrouiller pour parvenir à réaliser nos rêves comme vous l'avez fait, d'abord par la passion et puis avec au fil du temps aussi avec l'expertise qui est venue, avec les contacts que vous avez pu vous faire et avec aussi voilà tout ce que vous avez décidé en fait de mettre en place pour y parvenir. Et je pense que ce qui peut aussi beaucoup nous intéresser, c'est de comprendre ce qui vous motive encore plus au-delà de ce que vous aviez au départ quand vous étiez plus jeune. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, vous aviez beaucoup la passion et puis c'est ce qui vous a emmené en fait à faire ceci et puis après à faire cela. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on rentre aussi un peu dans ce qui vous a emmené à celle que vous êtes aujourd'hui, à l'heure actuelle. Aussi parce que quand on parle de modèle, on parle d'une personne comme vous qui a grandi un peu à plusieurs endroits en Afrique et qui a décidé aussi de revenir. Et je pense que c'est cet aspect-là, personnellement, de votre personnalité qui m'a beaucoup parlé parce que je me dis qu'en plus de ça, on comprend ce que vous avez réussi à fonder finalement dans votre vie et qu'avec tout ça, vous avez pris aussi ce bagage et vous êtes rentré au Sénégal pour après ensuite continuer avec d'autres entreprises. Ma question, c'était peut-être en tout cas la première, c'était un peu ça. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à un moment donné dans votre vie, dans votre carrière et dans tout ce que vous avez pu accomplir depuis, à rentrer au Sénégal et à continuer votre chemin à la maison? Merci déjà pour déjà tous ces encouragements parce que je pense qu'à n'importe quel moment de notre carrière, on a besoin de cet encouragement. C'est intéressant parce que j'avais 2 ans quand on a quitté le Sénégal et donc j'ai grandi un peu partout en Afrique avant d'aller aux États-Unis et j'ai fait après 26 ans aux États-Unis avant de rentrer. Mais pendant toute ma vie, et ça je remercie mes parents pour cela, ils nous ont toujours rappelé qu'on était des Sénégalais et ils nous ont toujours éduqués comme des Sénégalais. C'était quelque chose de très important. Et je me rends compte que ça m'a impacté quand je vois que beaucoup de gens me posent la question, mais ça fait 26 ans que tu as été aux États-Unis. Déjà, pourquoi est-ce que tu rentres? Mais aussi, comment ça se fait que tu n'es pas encore américaine? Et je leur ai dit, parce que je sais pas, pour moi, c'était la dernière... Si je faisais ça, c'est comme si je quittais le Sénégal pour toujours et que je niais ma... Oui, pour moi, le Sénégal, c'est mon pays. Et donc, quand on était à l'université... Juste pour dire en parenthèse, je pense que vous avez un visa spécial à la Elon Musk. C'est les visas pour des gens qui ont des capacités extraordinaires, ce genre de choses. Mais il faut faire ce qu'on doit faire pour pouvoir... voilà, on travaille et on se dit, voilà, au moins c'est un système qui se dit, si vous apportez de la valeur, on vous donne les visas qui vous permettent de pouvoir rester et on fait tout pour pouvoir vous retenir, en fait. Mais pour moi, c'est plutôt... je me disais toujours que je voulais rentrer un jour pour pouvoir appliquer tout ce que j'avais appris et voir comment j'allais appliquer ça ici en Afrique. Mais comme beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger, ou beaucoup d'Africains d'ailleurs qui sont à l'étranger, ça fait peur. On en parle, mais on prend du temps à le faire. Et je pense qu'on prend du temps à le faire parce qu'on se dit, ça fait longtemps qu'on est à l'étranger, on a déjà créé notre réseau, on a déjà créé notre vie, et bien qu'on rentre au Sénégal pour être... parce que c'est chez nous, on va quand même être des étrangers chez nous,
parce que parfois on parle avec un accent, parce que nos habitudes ont changé, parce que les gens ont changé, parce que quand on quitte, tout le monde était très jeune, on revient, tout le monde a changé sa vie, on n'a pas d'amis, il faut refaire sa vie à zéro. Donc c'est pas une petite décision à prendre. Pour moi, je me disais, ok, j'ai fait tout ça, mais je ne connais pas l'écosystème au Sénégal. Mais le fait que j'avais de la famille déjà ici au Sénégal, que quand je suis rentrée, au moment où je rentrais, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de choses qui avaient été développées pour créer cet écosystème de start-up. Et ça m'a beaucoup rassurée. On a commencé à avoir des incubateurs, CETIC, etc. L'APIX venait de commencer pour vraiment pousser les gens à créer leur entreprise. Donc, on commençait à voir que l'environnement devenait beaucoup plus favorable pour les entrepreneurs. Mais moi, j'avais essayé à plusieurs reprises en me disant, OK, quand je vois ma boîte, je rentre. Quand je fais ceci, je rentre. Mais ce qui m'a poussée à rentrer, c'est quand j'étais là en vacances et j'ai eu une idée pour une autre start-up. Et cette fois-ci, c'est encore une idée qui me lâchait pas. Et donc, là, c'est l'idée qui te pousse et qui fait qu'on ne voit plus les risques, on ne voit plus les problèmes, parce qu'une fois qu'on se lance, en fait, on ne voit plus d'obstacles. Tout obstacle est juste un challenge pour arriver au but final. Et donc, comme ça, j'ai dit, je reste. Et c'est quelques mois après, d'ailleurs, que je suis rentrée aux États-Unis pour dire au revoir à tout le monde, et prendre mes bagages et revenir. Donc, c'était pas réfléchi. C'était pas planifié, je dirais, mais c'était quelque chose qui était en moi depuis le début. Voilà. Et justement, aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises, toujours dans le secteur de l'innovation, parce qu'on a compris que c'était votre domaine de prédilection, l'innovation technologique, et toujours justement avec un impact sur l'Afrique, comme ce que vous avez expliqué à l'époque où vous êtes rentré. C'est une idée que vous avez eue sur place, que vous vouliez développer sur place. C'est ce qui vous a fait aussi revenir. Et en fait, l'idée d'utiliser les nouvelles technologies pour transformer nos sociétés, c'est quelque chose que vous faites, vous, depuis plus de 20 ans. Donc, vous êtes quand même une pionnière dans ce domaine-là. Il y en a certains qui s'y mettent là en 2024, beaucoup depuis 2020, depuis que aussi la pandémie est venue aussi profondément réformer notre rapport au monde. Et comme vous avez cette expérience-là, justement, à la lumière de tout ce que vous avez pu apprendre, quels conseils vous pourriez donner, peut-être vous parliez tout à l'heure de l'APIX et autres, à des jeunes qui sont dans votre cas aujourd'hui en 2024 par rapport à comment est-ce qu'on peut formaliser en fait une idée comme ça qu'on a dans la tête, une passion qu'on sait qu'on peut transformer en quelque chose de palpable et qui peut aussi participer à faire évoluer nos économies, nos sociétés. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil aujourd'hui, là d'où vous vous placez ? Je pense que ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut rêver grand, mais commencer petit. Il faut se dire, voilà là où je vais. Il faut pas avoir peur de rêver, parce que c'est ce qui nous permet d'innover, c'est ce qui nous permet de penser à quelque chose que peut-être les autres n'ont même pas encore pu voir ou croire. Mais il faut commencer petit, c'est-à-dire juste faire ce premier pas, voir ce qu'il en est, et après prendre un autre pas, et ne pas avoir peur de pivoter, c'est-à-dire ne pas se fixer, voilà là où je veux aller, et voilà le seul chemin qui va me permettre d'y arriver, parce que il y a tellement d'opportunités autour de nous. Donc, il faut garder les yeux, les oreilles ouverts. Il faut pouvoir écouter toutes les personnes qui sont autour de nous, même les personnes qui nous disent non. Je préfère d'ailleurs écouter les personnes qui me disent non au début, qui n'y croient pas, parce que ça me permet de pouvoir comprendre quels seront les challenges que j'aurai devant moi et de commencer à préparer des réponses, en fait, par rapport à ces questions. Et il faut juste, ce qu'on m'avait appris une fois, c'était un de mes mentors qui m'avait appris fail fast, fail cheap, fail often, en anglais, qui veut dire il faut ne pas avoir peur d'échouer vite, échouer souvent et échouer pas cher. C'est-à-dire ne pas mettre tout ce qu'on a juste sur cette première étape, mais il faut tester plusieurs choses, voir comment ça marche et s'adapter au fur et à mesure pour y arriver, sans jamais perdre cette idée qu'on a, la vision finale qu'on a, parce qu'on va peut-être jamais y arriver à cette vision finale, où elle va être différente de ce qu'on pensait,
Mais tant qu'on l'a en tête, tout le reste, ce ne sont que des obstacles, en fait. Et en Afrique, c'est encore plus difficile parce que les obstacles sont encore plus... il y a beaucoup plus d'obstacles, juste du fait que, quand on parle surtout de la technologie, il y a moins de systèmes en place pour pouvoir juste avancer plus rapidement. On est obligé de presque tout construire sur le chemin plutôt que de juste avoir des partenariats à droite à gauche pour pouvoir avancer plus vite. Il faut qu'on construise tout jusqu'à la base. L'infrastructure est importante pour pouvoir avancer. La langue ici au Sénégal rend les choses encore un peu compliquées parce que si on ne parle que français, mais que tous les outils qu'on veut utiliser, que les partenaires qu'on va avoir ne parlent que d'autres langues, il va falloir savoir comment s'adapter. Et donc c'est pour ça que je dis les défis sont... il y a beaucoup plus de défis, mais il faut juste savoir être flexible et essayer d'avancer le plus rapidement possible, en fait. Merci. J'avais une dernière question, justement, parce que vous disiez tout à l'heure avec Alioune, et je pense que c'était très juste, vous disiez que c'est important d'avoir ce genre de conversation-là. Et je pense aussi parce qu'effectivement, de ce que vous avez pu nous partager déjà depuis le début de l'émission, on peut retenir en fait beaucoup d'enseignements, je pense. Et je me demandais, puisqu'on parlait un petit peu de conseils que vous pourriez donner à des jeunes qui veulent aussi entreprendre dans les secteurs dans lesquels vous exercez, est-ce que dans vos activités, vous intégrez aussi peut-être l'idée de faire de la formation ou justement de repartager cette expérience-là avec d'autres, notamment avec les jeunes filles. On en parlait tout à l'heure par rapport au fait que vous aussi, à votre époque, vous étiez jeune, vous étiez une fille, vous étiez noire aux États-Unis, etc. Et que ça a pu être finalement un frein à certains moments. Est-ce que vous avez intégré aussi cela peut-être dans vos activités, encore une fois, le fait de vouloir peut-être repartager derrière cette expérience-là avec, je ne sais pas, des masterclass ou des formations ou autres, des rencontres avec des étudiants ou je ne sais pas? Oui, depuis que je suis rentrée au Sénégal, je participe à beaucoup d'événements sur des panels, des masterclass, etc. Et au début, j'hésitais beaucoup à le faire, juste parce que déjà, on se concentre sur le travail qu'on fait et qu'on veut pas trop s'exposer. Mais après, je me suis rendu compte, mais je me plains toujours qu'on n'est pas sur la scène, qu'on n'est pas invité, qu'il n'y a pas assez de femmes, qu'il n'y a pas assez de noirs qui en parlent. Mais au lieu de se plaindre, il va falloir aller le faire. Et que s'il n'y a pas autant de femmes, il y en a. Elles sont occupées, mais s'il n'y a pas assez de femmes africaines dans la technologie qui y vont, il faut assumer ce rôle. Et pour pouvoir en créer plus, ou rendre les autres plus confortables à le faire. Comme ça, au moins, ça ne sera plus un sujet ou un débat ou quelque chose auquel on devrait penser. Sinon, j'accompagne aussi autant d'entrepreneurs que je peux, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'appeler quand ils peuvent. C'est très difficile avec le temps qu'on a dans la journée, mais ces 2 dernières années, j'étais ambassadrice pour un programme avec la CNUSED qui s'appelle E-Trade for Women, qui est concentré sur les femmes entrepreneurs dans le digital. Et donc très récemment, on a organisé une masterclass ici au Sénégal avec 25 femmes entrepreneurs de l'Afrique francophone, juste pour parler des différents sujets qui les touchent sur tout ce qui est entrepreneuriat féminin dans le digital. Donc on essaye de faire autant qu'on peut. C'est quelque chose que je sais que moi je n'avais pas. Donc j'essaye de faire autant que possible pour faire passer le message, raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Merci. Ouais, merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mes hommages. Moi, je vous ai écouté avec beaucoup de passion et je me suis dit, c'est important quand on fait un métier de le maîtriser. Quand on vous écoute, on sent que vous maîtrisez toute la chaîne relativement à votre boulot. Je pense que ça fait plaisir. Ça fait aussi plaisir de voir des Sénégalais ou des compatriotes qui arrivent à un certain niveau d'excellence partout dans le monde. Parce que je pense que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être aussi présents dans ce rendez-vous universel et mondial en comprenant non seulement les enjeux, mais en participant à les orienter. Donc,
de ce point de vue-là, je tiens à vous féliciter. Merci. Féliciter pour ce brillant parcours. Je pense que c'est un parcours, comme Laura disait, qui doit inspirer les jeunes, qui doit leur faire comprendre qu'il n'y a pas de plafond, qu'on peut arriver, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, à un niveau, à une vision. Peut-être qu'en y arrivant, comme vous disiez, ça va être différent. C'est pas comme on l'aura soupçonné au départ. Je pense qu'on peut y arriver. Bon, c'est vrai que les coachs en général en développement personnel, c'est ce qu'ils disent, quoi. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours un but, un objectif dans la vie. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, félicitations pour tout cela. Mais aussi, félicitations pour avoir pris le courage, ou en tout cas la décision de revenir. De revenir dans... Je pense que c'est aussi tout à votre honneur. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir. Oui. C'est que quand vous revenez en Afrique, c'est que vous apprenez aussi. C'est que l'Afrique vous donne. Vous avez une autre perspective et là, vous élargissez Absolument. le spectre local et national. Et ça, je pense que c'est important aussi pour vous. Parce que ce qui se passe aujourd'hui sur ce continent, c'est indescriptible. Tout est à faire, tout est à bâtir. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, c'est le paradigme qui change. C'est maintenant l'Afrique qui montre au reste du monde comment il faut faire exactement. Alors moi les questions, 2 rapides questions que j'aimerais vous poser. La première chose, c'est que qu'est-ce que vous pensez du business angel que sûrement vous avez eu à tester au début de en Afrique? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, beaucoup de gens qui sont très riches aujourd'hui au Sénégal ou en Afrique, mais parfois qui n'accompagnent pas les jeunes. Je me suis souvent posé les questions pourquoi. Au lieu souvent de dire que les jeunes ne travaillent pas, ou bien de constater qu'il y a un sous-emploi, etc., pourquoi ces gens-là ne font pas confiance à des jeunes qui parfois ont des idées extraordinaires, qui peuvent transformer toute une société? En effet, merci pour tout ça et vous avez tout à fait raison. Rentrer, pour moi, le fait de rentrer, c'est comme si je recommençais à zéro. Il faut vraiment pouvoir apprendre. Il faut être prêt à faire des erreurs et j'en ai fait. et il faut tout développer. Il faut tout développer en fait. Mais les opportunités sont énormes. Moi, je dis, c'est le rêve de l'entrepreneur. C'est tout ce qu'on touche. J'ai plein de projets que j'ai déjà développés qui sont assis dans mon ordinateur à attendre que je finisse pour pouvoir les prendre parce qu'il y a énormément de choses à faire et il faut juste qu'on travaille ensemble pour y arriver. Et se travailler ensemble demande aussi qu'on ait des personnes pour nous accompagner, que ce soit au niveau de nos capacités techniques, etc., mais aussi au niveau du financement. On ne peut pas toujours attendre que ce soit le gouvernement qui nous finance pour pouvoir avancer, que si j'ai pas de financement de l'ADER, je peux pas avancer, ou quoi que ce soit. Mais c'est ça aussi que je dis qu'il faut commencer petit. Mais les business angels, c'est intéressant parce que Miami était connu pour ce même genre de problème, sachant que les personnes qui étaient aisées en Californie connaissaient déjà ce modèle, à New York, ils connaissaient déjà ce modèle et ils investissaient. Mais à Miami, la majorité des personnes venaient peut-être d'Amérique latine et autres, et eux avaient l'habitude d'investir dans les immeubles, voilà, dans la construction, l'immobilier en général. Concret, voilà, c'est quelque chose qu'ils peuvent voir. C'est une valeur qu'on peut définir très rapidement pour eux. On peut prendre des prêts contre cet investissement, etc. Donc ça a l'air d'être plus sûr pour eux et plus tangible, alors que l'entrepreneuriat, et surtout l'entrepreneuriat dans le digital, il n'y a rien à voir au début. On investit dans le rêve de quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut... Et les vrais angels, ils investissent en fait dans le potentiel de la personne. Donc, ils veulent d'abord... Ils se disent qu'ils peuvent apporter de la valeur par rapport aux produits que l'entrepreneur veut développer, mais finalement, ils investissent dans l'entrepreneur. Donc, il faut passer plus de temps avec l'entrepreneur, savoir quelle est leur manière de penser, et est-ce que vous pensez qu'ils sont en mesure de juste faire face au challenge, mais parce que c'est pas seulement de l'argent qu'ils leur apportent, mais c'est aussi de pouvoir leur apporter le réseau d'expertise, les personnes qu'ils connaissent autour d'eux. Donc, il y a des structures qui sont faites pour pouvoir aider ces angels à minimiser leurs risques, mais aussi à être structurés dans leurs investissements, parce que c'est quand même un métier, l'investissement, si on veut vraiment s'en sortir, parce qu'on investit pour pouvoir, d'abord, oui, pour aider
l'entrepreneur, mais c'est pas forcément pour aider l'entrepreneur. Ah oui. C'est pour recevoir les dividendes en retour, c'est pour recevoir un retour à son investissement. Exact. Et parfois, certains entrepreneurs s'énervent. Je dis, mais pour eux, c'est un business aussi. Donc, un exemple que je donnerais, c'est Week Capital, ici au Sénégal, qui est un réseau de femmes majoritairement sénégalaises, qui investissent dans les entreprises de femmes. Et donc, il y a la structure qui est là pour accompagner ces femmes-là. Donc, ce que j'inviterais les hommes à faire, c'est de faire la même chose aussi pour tous les entrepreneurs et qu'on puisse ensemble développer en fait ce secteur un peu plus, parce que tout est là, sauf quand on parle à n'importe quel investisseur, le problème c'est le financement. Et comme je dis, parfois, ça ne demande pas un gros investissement. Il y a certains entrepreneurs, ils disent, j'ai juste besoin de 100 000 francs pour commencer. J'ai juste besoin de peut-être c'est 500 000 francs. Trouver 5 personnes qui peuvent chacun mettre 100 000 francs. Donc, c'est... C'est tellement vrai ce que vous dites. Mais bon, malheureusement, pour moi, dans ce pays-là, la vérité, c'est parfois que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Il faut se battre. Ceux qui peuvent vous aider ou peuvent vous tendre la main ne le font pas. Ils sont là à vous regarder et peut-être à vous dire, à vous applaudir ou à vous dire bravo, félicitations. Oui. Mais ça ne sera suivi de quand... Bon, c'est pas grave. La société est comme ça. Peut-être ça va changer. Est-ce que je peux juste dire quelque chose rapidement par rapport à ça? Je pense que oui, mais je pense qu'aussi, c'est en donnant des exemples et leur montrant que c'est possible. Oui. Parce que parfois, ça a à voir avec l'idée de pouvoir se projeter. Et que quand on continue à dire « Ah, Sénégal, des membres liés à Moul. Ah, Sénégal, des lits. » Et qu'on parle juste des problèmes. Oui. Mais aussi, on a ce problème de ne pas vouloir trop parler de ce qu'on fait, parce que de parler d'argent, etc. Chat, soutre, voilà, il y a tous ces mots qui font partie de la culture, qui font que les gens ne parlent pas, et donc les jeunes n'ont pas d'exemple pour se dire c'est possible. Et c'est pas seulement regarder la réussite. Si je partage le parcours, c'est pour montrer aussi que c'est pas un parcours facile et qu'on a tous commencé quelque part où on avait peut-être rien, mais on avait des personnes autour de nous qui étaient prêtes à nous supporter. Il faut juste se concentrer sur ces personnes-là. Et les autres qui ne sont pas prêts à aider, il faut sortir tous les jours et aller. Si on va 2, 3, 4, 5 fois devant le bureau de quelqu'un, mais de manière respectueuse et avec un projet concret pour montrer qu'on est vraiment prêt à le faire, voilà, la personne à un moment va dire peut-être que je vais juste l'aider. Absolument. Je vais juste l'aider parce que l'être humain, surtout au Sénégal, il est bon. L'être humain, il a ce côté où il veut quand même aider la personne. Mais on veut aider en nous assurant que la personne reconnaît et est prête à faire le travail derrière. C'est pas seulement attendre que les gens viennent nous aider, il faut aller chercher ces personnes-là. Donc, bon, je suis d'accord avec vous. Bon, mais même si je pense qu'il y a certaines personnes qui marquent le pas devant des projets de jeunes qui ont énormément de potentiel, mais qui malheureusement n'appuient pas ces jeunes-là pour décoller définitivement. C'est la vérité. Mais moi, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à l'appoint de la technologie dans cette nouvelle élan, ce nouvel élan plutôt que nous sommes en train de prendre au Sénégal et en Afrique. On sait qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la démographie, levier essentiel en Afrique. Énormément de jeunes. C'est un potentiel. Donc, c'est quelque chose qui peut, pour moi, faire décoller ce continent-là. La technologie, aujourd'hui, il y a une pénétration de la technologie en Afrique. Les jeunes sont sur le territoire virtuel, les jeunes sont connectés. Il y a une sorte de culture générationnelle. C'est-à-dire que les jeunes qui sont en Afrique sont capables de comprendre les mêmes choses qui se passent partout dans le monde, à la Silicon Valley, etc. Aujourd'hui, vous êtes expérimenté, vous avez beaucoup d'années dans le domaine de la technologie. Quelle serait pour vous la place de la technologie pour déjà faire décoller le Sénégal rapidement et au-delà du continent? Très bonne question. En fait, pour moi, je pense que la technologie permet d'aller vite. Oui. Je pense que le problème... enfin, c'est pas un problème. Je pense que le challenge qu'on a et le chemin qu'on devrait prendre en Afrique serait peut-être de regarder la technologie, mais l'appliquer par rapport à nos réalités. Ne pas juste prendre la technologie qui existe là et là, et se dire c'est la technologie qu'il nous faut ici.
une application qui marche là-bas ne marcherait peut-être pas ici. Forcément, c'est vrai. Donc, quand on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, par exemple, il ne faudrait pas qu'on fasse cette erreur de laisser l'intelligence artificielle continuer sur ce chemin sans qu'il y ait cet appui et ces données qui nous représentent en tant qu'Africains. Je suis d'accord. Faut prêcher encore qui un parlent peu. les langues qu'on parle ici en tant qu'Africains. Parce que, en fait, l'intelligence artificielle et énormément de technologies apprennent par rapport aux données qu'on leur donne. Et donc, si on ne leur donne pas ces données, donc il n'y a pas longtemps, j'étais à une conférence et on parlait en fait de l'intelligence artificielle, etc. Et plus précisément pour moi, pour l'Afrique, je me disais, il serait important que le secteur public commence à partager ces grosses bases de données et d'informations qu'ils ont. Absolument. Et qu'on puisse les intégrer et qu'on puisse créer nos propres algorithmes, etc. pour pouvoir s'assurer que cette technologie reflète nos réalités, nos cultures, nos personnes. Exactement. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. C'est tellement important. Vous avez parlé des langues. J'ai essayé de faire quelques traductions. J'ai fait le test avec ChatGPT, curieux comme ça. Et il parle très mal Wolof. Oui, quand je me traduis, exactement. Ouais. En plus, d'autres choses, comme vous parlez des bases de données, quand vous dites, montrez-moi une photo du président Macky Sall, par exemple, il ne vous sort pas le président Macky Sall. J'ai essayé avec tous les présidents africains. Il est plus président, peut-être. Non, j'ai essayé avec tous les présidents. Il n'y a que Kagame qui sort bien. Ça veut dire que c'est peut-être lui qui a plus de photos. Ou bien peut-être des présidents qui sont Mandela, ceux qui sont morts. Il faut essayer un président jeune. J'ai essayé tout le monde. J'ai essayé Youssou N'Dour, même Youssou N'Dour, il ne vous sort pas. Sadio Mané à peu près. Non, ça fait peur. On n'a pas de base. Et c'est pour ça que je dis, comment est-ce qu'on pourrait participer dans cette entrée de données, en fait, africaines. Absolument. Et la contrôler. Et la contrôler. Et parce que c'est quelque chose... La technologie, elle existe. En fait, l'algorithme est là. Les personnes qui sont en mesure de développer ces applications sont là. Comme vous. On a juste besoin des données. Non, je suis même trop vieille maintenant pour ce genre de choses. Il y a énormément de jeunes qui je sais qu'Aliou est vieux, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui font ça de chez eux. Exactement. Et ces applications sont cachées chez eux sur leur ordinateur. Donc comment faire? Il faut juste leur donner... C'est un enjeu de sécurité aussi. Ces informations. Et de souveraineté aussi. Absolument. Juste pour terminer, c'est vrai que je deviens très passionnée. C'est passionnant de vous écouter. Juste une dernière question pour terminer, parce que parmi tous les prix que vous avez eu à avoir, vous avez reçu en 2010 le Cartier Women's Initiative Awards et en 2022 récemment le Mest Africa Challenge. Je ne dirais pas quel est celui que vous préférez, mais est-ce que ça a une saveur particulière d'être reconnu en Afrique en 2022? Est-ce que c'était différent? Bien sûr. Pour moi, comme je l'ai dit, en revenant en Afrique en tant qu'entrepreneur, je reviens comme si c'est la première fois que je crée une entreprise. Et donc, toute reconnaissance de ce qu'on est en train de faire nous donne du courage et nous dit, OK... c'est le bon. Voilà, on voit ce que vous faites et on pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact ici en Afrique. Et donc c'est une validation qui permet aux équipes de pouvoir être beaucoup plus inspirées en fait à travailler. Donc pour moi, mais bon, Cartier reste quand même un prix. Qui me reste au cœur parce que c'était un prix c'était la première fois en fait qu'on reconnaissait le travail qui avait été fait, comme je dis toujours, sans pour autant s'attendre à quelque chose en retour. Donc c'est pas quelqu'un qui dit bravo, bien travaillé, mais maintenant est-ce que tu peux venir travailler pour moi, ou bien travailler, est-ce que tu peux m'aider avec ça? C'est bravo, on reconnaît les femmes, continuez ce que vous faites, mais essayez d'inspirer d'autres femmes. Donc ça, c'est toujours important. Et je pense qu'aujourd'hui, juste le fait que les gens consomment les produits concrets, etc., ou utilisent les applications qu'on développe,
Ça, c'est la reconnaissance. Ouais. Voilà. Donc, ça doit faire quelque chose, hein, toujours avoir déjà Shazam sur son téléphone et l'utiliser, ça doit faire quelque chose. Moi, quand j'ai dit ça à mes enfants, ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit, mais si, c'est une Sénégalaise qui a développé ça. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Madame Sock. Vraiment, nous vous souhaitions une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant une titulaire d'un MBA. Cette entrepreneur, agricultrice passionnée également, actrice, scénariste et réalisatrice cinématographique. Elle est la fondatrice de Manda Bio, organisation évoluant dans le secteur de l'agriculture biologique. Nous recevons Madame Armande Lo. Nous allons terminer cette émission avec un artiste visuel de talent qui a organisé une vingtaine d'expositions au Sénégal et dans le monde. Il vient nous parler de la dernière qu'il organise du 5 au 12 juin prochain à Rufisque, intitulée Modèle. Nous accueillons M. Ibrahima Ouad. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, Madame Armando. Vous venez nous parler un peu de Manda Bio, qui est une organisation qui évolue dans le domaine de l'agriculture biologique. Mais on a vu aussi que vous avez plusieurs casquettes. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qui vous passionne le plus. Est-ce que c'est l'art? C'est le cinéma ou bien c'est l'agriculture? Parce qu'on aurait tendance à croire que c'est des activités qui sont complètement opposées. Complètement opposées, effectivement. Alors, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là. Effectivement, ce sont des domaines très, très opposés, mais il s'agit de mes passions et j'ai su, avec le temps, justement, organiser ou prévoir le temps pour chacune de ces activités différentes. Et plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des opportunités dans différentes activités qui, justement, m'aidaient sur un aspect ou l'autre. Donc, je pourrais développer ça tout au long de l'émission. Oui, mais mon activité principale, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Je suis plus connue sous le nom de Manda Bio, entre guillemets, qui est le nom de l'entreprise, qui est une entreprise agricole et agroalimentaire qui produit et commercialise des fruits et légumes bio, locaux et de saison. Absolument. Et on pourrait comprendre, par exemple, par rapport au domaine de l'art, au domaine du cinéma, parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus au Sénégal. Mais l'agriculture, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Comment ça s'est présenté? Quelles sont les opportunités que vous avez pu avoir dans ce domaine? C'est depuis l'enfance, je dirais. Parce que je suis née à Dakar, bien entendu, mais mes grands-parents habitent à Hambourg et ils sont originaires de Pointe-Sarène. Et lorsqu'ils sont venus vers la Petite Côte, moi, j'allais tout le temps en vacances, en grandes vacances chez ma grand-mère. Et elle avait la culture d'aller au champ. C'était le dimanche, on va au champ pour l'arachide, pour le mil, etc. Et c'est vrai qu'étant trop petite, je n'avais pas encore le droit d'y aller. Oui. C'est seulement peut-être vers 10 ans, 11 ans comme ça, que j'y allais. Parce que bon, j'étais quand même toujours une vacancière de Dakar, donc il voulait un peu faire attention. Et je pense que ça a marqué inconsciemment mon envie de faire de l'agriculture. Mais ce qui a plus provoqué le déclic chez moi, c'est lorsque j'ai participé à un atelier de formation qui se déroulait au jardin ethnobotanique du Parc Anne. C'était en 2016-2017 et je venais de terminer ma 3e année de licence en gestion de projet de l'institution Jean d'Arc Post-Bac et je ne savais pas trop quoi faire après la licence justement. Je voulais faire un master mais en quoi? C'était un peu flou et justement lorsque j'ai fait cette formation, le thème c'était cultiver de la fraise bio au Sénégal. Et j'ai participé à cet atelier. Je pense que c'est tout le déclic qui s'est formé là-bas. J'ai eu envie tout de suite de faire cette activité-là, de créer un business autour, de créer un produit. Il y avait pas mal d'idées qui fusaient. Et voilà, je me suis lancée dans la quête d'une formation en agriculture académique, mais je n'en ai pas trouvé malheureusement parce que mon background était littéraire et était assez généraliste en termes de gestion, etc. Donc, je ne pouvais pas forcément aspirer à une formation académique. Mais j'ai pu trouver une formation professionnelle en agriculture, en agroécologie plus précisément,
dans un centre de formation à Kermassar qui s'appelle le Centre Fankanta de l'Oasis Grew Bio-Intensive. Et c'est là-bas que j'ai eu vraiment l'opportunité de faire cette formation en agriculture biologique et en agroécologie. Et maintenant, comment s'est fait ce passage de la théorie à la pratique? Est-ce que c'est facile, par exemple, pour les jeunes qui vous regardent, pour les femmes, même les garçons, les jeunes hommes? Est-ce que c'est facile? Comment on peut faire? Comment on fait pour avoir des terres? Comment, sur le plan pratique? C'était pas du tout facile. C'était carrément un retour aux sources très, très brutal, je dirais, parce qu'il fallait beaucoup de sacrifices. Mais comme j'étais très motivée à l'époque, il me fallait vraiment m'adapter au milieu rural. C'est vrai que c'était carrément différent du fait d'aller juste durant les grandes vacances. Bon, on vous cultivateur du dimanche. Du dimanche, on vous considère comme Ben Gan, entre guillemets, oui. Donc on ne vous fatigue pas trop. Mais là, c'était différent, c'était une formation et j'avais déjà donné mes objectifs aux formateurs et justement, ils ne sont pas allés de main morte, au fait. Donc c'était un programme assez difficile, surtout pour une femme. Donc, il fallait venir tous les matins à 7 heures du matin, marcher des kilomètres pour atteindre l'exploitation agricole. Il fallait arroser tout le champ de manière manuelle. Ouais. Il fallait faire le programme de compostage. Eux, ils utilisaient la méthode du double bêchage. Et donc, il fallait faire tous ces éléments-là. Il fallait repiquer, faire des pépinières. Donc, c'était beaucoup de pratique. Et ils me donnaient 2 jours de théorie dans la semaine. Donc, dans la semaine, j'allais faire la théorie de l'agriculture biologique, l'origine, les principes, etc. Et la pratique, c'était tout le reste de la semaine. Donc, c'est comme ça que j'ai suivi la formation. Et je pense que cette formation m'a reconnectée à tous les partenaires avec lesquels je travaille aujourd'hui. Parce que, justement, après ça, j'ai pu bénéficier de ma première terre. C'était une terre louée, où on avait lancé une exploitation de persil. Et là-bas, on a pu faire nos premiers essais. Et puis, c'est ce qui a un peu lancé l'entreprise depuis lors. Absolument. Laura? Bonsoir Armande. Félicitations pour Manda Bio. C'est marrant d'apprendre à travers ce que vous nous racontez que vous avez commencé avec une formation autour de la fraise. Je comprends mieux parce que si on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, on voit que c'est la fraise qui est toujours mise en avant aussi dans vos produits. Peut-être c'est par ça que vous avez démarré. Et moi, je pense que ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est déjà de vouloir faire de l'agroécologie, mais en plus de ça, de valoriser un peu aussi les produits du terroir. À savoir, vous avez dit, c'est les fruits et légumes de saison et locaux. Donc, du coup, on est purement dans le consommer local. Et consommer local, ça doit être une priorité nationale. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans ce que vous nous partagez aujourd'hui, c'est aussi de se dire, de se poser la question, en fait, sur nos propres consommations. Est-ce qu'on consomme les produits locaux? De quelle manière aussi on va les valoriser? Je crois que vous faites justement, vous séchez aussi les produits. Vous faites des fraises séchées, des mangues séchées. Il y a une part d'innovation aussi dans ce que vous proposez. Et je pense que c'est un peu ce qui peut faire la différence aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'agriculture parce que justement on sait que c'est un secteur qui est assez porteur, parce qu'en termes d'autosuffisance alimentaire, etc., il y a aussi évidemment un intérêt. Et ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question aussi de quelle manière on le fait, comment est-ce qu'on essaye d'innover aussi, comment on essaye d'être pérenne. Et puis j'imagine aussi avec la concurrence, voilà, il y a des calculs à faire, etc. Et c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse vous recevoir sur ce plateau, parce que vous nous racontez un peu aussi de quelle manière vous y êtes prise en fait pour parvenir à avoir Manda Bio aujourd'hui, à utiliser vos propres ressources pour pouvoir après aller recréer aussi de la richesse d'autres manières, etc. Et mes questions, du coup, la première, elle portait un peu sur... j'ai vu que je crois que c'est votre slogan, hein, c'est de préserver, transformer et employer localement. Donc, on parlait justement de consommer local. De quelle manière vous y êtes prise depuis que vous avez démarré pour pouvoir justement ensuite en faire tout un écosystème à votre échelle, pour pouvoir justement aller proposer aussi de l'emploi aux personnes qui sont issues des localités dans lesquelles vous avez vos champs, par exemple. Alors merci pour ces appréciations, ça nous fait plaisir. Et par rapport au consommer local, l'approche qu'on a eue chez Manda Bio, elle était, je dirais pas innovante tout de suite, mais on voulait parler différemment aux consommateurs. Parce que c'est parti d'un constat. Avant qu'on ne se lance dans l'agroalimentaire, on voyait avant l'agroalimentaire comme un secteur
pas très intéressant pour les jeunes, etc. Et les produits agroalimentaires sénégalais, en étal, honnêtement, ils ressemblaient à des médicaments à cause du packaging. Je suis désolée de le dire, mais c'était pas du tout attrayant. Même pour les jeunes, etc., consommer local, franchement, il fallait un peu de forcing pour qu'ils s'y mettent. Et c'était très difficile aussi pour les entreprises de concurrencer, parce que si aujourd'hui, sur un étal, dans un magasin local, on retrouve les marques étrangères en meilleur positionnement, avec un packaging plus attrayant, avec tous les autres éléments qui suivent, finalement, nos produits sont relégués au second plan. Et quand nous, on a voulu se lancer dans l'agroalimentaire, on a dit qu'on allait avoir une approche différente. Approche différente parce qu'on avait déjà attiré la clientèle, la curiosité de la clientèle, justement, par rapport aux fruits que l'on développait, des fruits rares, bien entendu, parce qu'on parle de fraises, on parle de fruits de la passion, de pitaya, de tous les fruits que les gens ne voient pas tout le temps sur les étals. Et souvent, les gens se demandent même si ça pousse réellement au Sénégal. Donc, on avait déjà attiré l'attention de ces consommateurs-là. Et on est venu leur proposer, en plus de ces fruits de saison, des produits transformés issus de ces mêmes fruits. Et donc, c'est une aubaine pour nous et pour eux, parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui, je peux profiter d'un fruit saisonnier tout au long de l'année, sous différentes déclinaisons, mais pas n'importe lesquelles, nutritives, attrayantes, intéressantes et vraiment qui attirent l'attention des jeunes et de toute la famille. Donc finalement, consommer local n'est plus un forcing, c'est devenu naturel en fait pour les consommateurs. Donc c'est l'approche qu'on a eue et qu'on essaie de développer jusqu'à présent. On est sur pas mal de produits, il n'y a pas que la fraise. En termes de jus de fruits, on est également sur une gamme de 23 parfums de jus et tous ces parfums sont des produits locaux, que ce soit des fruits forestiers, des fruits que l'on connaît, classiques, mangue, fraise, etc. Mais il y a beaucoup de fruits comme le solum, le ditar, le tamarin, tous ces éléments qu'on met également en valeur. Il y a aussi un autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'était parce que j'ai vu que, pareillement, dans votre présentation, vous parlez de vos valeurs en disant la santé d'abord. Et je pense que c'est ce point-là qui est peut-être même le plus important finalement dans toute la démarche, parce que non seulement on parle de consommer local, etc., et donc on s'imagine aussi les répercussions qu'il peut y avoir au niveau économique, mais surtout cette idée de placer la santé en fait au centre de la démarche. Je pense que c'est quelque chose qui est très important de pouvoir souligner et qui peut aussi même en inspirer justement tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture et qui ne savent pas par où démarrer, etc. Peut-être s'ils se disent qu'on place la santé au centre, on va en fait régler aussi encore d'autres problèmes qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnés au départ dans un pays où on sait que ce sont les maladies non transmissibles qui font près de la moitié des décès dans le pays. Et c'est vrai que si on se pose des questions par rapport au cancer, par rapport au diabète, etc., on peut prendre en compte finalement cette problématique-là en premier pour pouvoir se dire quel type de produit je vais aller développer derrière. Et en dehors de cela, par rapport à l'agroécologie, mais je le dis parce que ça se rejoint, le rapport à l'environnement et le fait de comment est-ce qu'on va traiter aussi nos sols pour que par la suite, finalement, sur le long terme, ça puisse permettre aussi sur des générations et des générations de nous permettre encore une fois d'avoir d'autres récoltes, même dans 100 ans, 50 ans, qui seront aussi de bonne qualité. À quel niveau finalement vous avez placé le curseur pour faire le pont entre toutes ces valeurs-là, donc l'environnement, la santé, le consommer local, etc. Ça s'est fait dans quel ordre dans votre tête au moment de mettre en place Mandabio? Oui, alors c'est très intéressant. Je vais rebondir sur la santé d'abord. Parce que si on remarque l'ensemble de nos produits, on est sur des produits à très forte valeur nutritionnelle. Et c'était le ciblage dès le début, en plus de l'innovation sur les produits rares, etc. Quand on analyse les fruits que nous proposons, c'est des fruits à très forte valeur. On les appelle même des superfoods. Donc on va sur le bouille, le moringa, le fruit du dragon, le mangoustan. Ce sont des fruits à très forte valeur nutritionnelle et qui apportent beaucoup de bienfaits sur l'alimentation et sur la santé des consommateurs. Et si aujourd'hui on décortique les habitudes alimentaires des Sénégalais, c'est pas pour fustiger, mais si on décortique, on est vraiment à très peu de valeur nutritionnelle intégrée. On est sur le riz, on est sur les produits frits à plus de des degrés assez élevés qui tuent toutes les vitamines. On est sur pas mal de produits transformés en conserve, etc. Et quand on fait le rapport où on compare avec les habitudes alimentaires de d'autres pays de la sous-région et même
à l'étranger, on voit que les apports ne sont pas équilibrés. Parce qu'on voit d'autres complétés avec beaucoup de noix, beaucoup de fruits très riches, surtout pour l'alimentation des enfants, ce qui n'est pas le cas forcément ici. Mais de plus en plus, ça se développe, mais on peut dire que le gap est assez large. Et justement, c'est ce pont-là qu'on a utilisé, nous, pour allier ces deux éléments, parce que c'est bien de mettre en valeur des produits à forte valeur nutritionnelle, mais comment est-ce qu'on les produit finalement? Si aujourd'hui, on s'adonne complètement à une agriculture conventionnelle, non maîtrisée, j'ai l'habitude d'ajouter ce terme-là, parce qu'il y a l'agriculture conventionnelle, mais n'est pas forcément maîtrisée et réglementée ici. Aujourd'hui, je me rappelle encore des descentes que je faisais sur le terrain et je retrouvais pas mal de produits phytosanitaires périmés de plus de 1 an, de plus de 2 ans, qui étaient achetés dans les quincailleries, dans les zones dans lesquelles j'exerçais, vers la zone des Niayes notamment. Et j'étais très choquée parce qu'il n'y avait aucun élément de vérification, de régulation d'utilisation des pesticides au niveau des agriculteurs et dans leurs exploitations agricoles. Et c'est pourquoi on se dit qu'heureusement, nous, on se conforte de plus en plus, même si c'est très difficile, il faudrait le dire. L'agriculture biologique a énormément de défis, l'agroécologie. Et on s'est conforté davantage dans cette vision de continuer à produire des fruits et légumes à forte valeur nutritionnelle, mais en respectant justement les normes environnementales, biologiques, agroécologiques, justement, parce qu'on ne voudrait pas prôner quelque chose de si important que les valeurs nutritionnelles et gâcher toute la vision en faisant une agriculture conventionnelle. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations Armande pour le travail. Moi, je pense que c'est très intéressant de parler d'agriculture en ce moment dans le pays, surtout qu'on parle d'autosuffisance alimentaire. On aimerait changer effectivement nos habitudes alimentaires. On aimerait moins importer du riz de l'Asie, etc. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on a tous les atouts aujourd'hui au Sénégal pour un peu assurer cette autosuffisance alimentaire qui est importante quand on parle de souveraineté ou quand on parle d'autonomie stratégique. Donc félicitations pour ça. C'est vrai que quand on parle d'agriculture, malheureusement, pour inviter les jeunes, ou en tout cas intéresser les jeunes, il y a parfois des difficultés. Je me rappelle, il y a un ancien président de la République qui est venu au Sénégal pour dire que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire parce qu'on est encore dans la période de la houe et de la daba. Ce qui est grave. Donc l'image aujourd'hui que l'agriculture renvoie en général chez les jeunes, c'est un vieux comme le patriarche qui est dépassé, ou bien qui est dans une autre planète, qui n'a pas assez de modernité, qui est absolument faux, alors qu'au contraire, l'agriculture permet non seulement d'avoir une vie décente, permet de s'épanouir, si on veut, professionnellement, et permet aussi carrément de se projeter vers l'avenir. Et moi, c'est la question, peut-être la première question que j'aimerais te poser. Quel message veux-tu partager, ou en tout cas, quel secret veux-tu partager avec tous ces jeunes-là qui te regardent, qui aimeraient investir l'agriculture et se dire que je peux faire de l'agriculture, je peux créer une entreprise et demain même je peux être capitaine d'industrie. Qu'est-ce qui t'a motivé toi à sauter le pas? Justement, oui. Alors, je suis très d'accord par rapport au constat. L'agriculture est vue comme un métier très archaïque. Quand on imagine l'agriculteur, on se dit que c'est un vieux avec une barbe blanche. Avec une barbe blanche, voilà, qui est là, qui cultive et puis sa petite parcelle et qui rentre chez lui. Et nous aujourd'hui, je ne suis pas la seule d'ailleurs, je vois tous les jeunes avec lesquels j'ai commencé et qui sont dans le domaine. On a voulu apporter une vision différente au fait. C'est que on fait de l'agriculture, même en tant que femme, avec nos ongles et nos maquillages, on fait de l'agriculture, on va dans les exploitations agricoles et on travaille. Et surtout, on apporte une valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, même si on collabore avec les producteurs et qu'on propose des variétés innovantes à produire, c'est également une agriculture. Et l'agriculture, ce n'est pas forcément la plantation ou la culture, etc. Il y a tous les domaines, parce que c'est une chaîne de valeur assez large qui font que vous êtes quand même acteur du secteur, que ce soit dans l'irrigation, dans les techs,
dans la vente, la commercialisation, la transformation. Donc, on est tous acteurs du secteur global, au fait, qui nous réunit dans l'agriculture. Et aujourd'hui, moi, le message que je peux lancer aux jeunes qui veulent se lancer, parce qu'aujourd'hui, on a quand même développé une mode. Beaucoup de gens nous approchent pour nous dire comment je me lance, j'ai une exploitation, mes parents ont une terre, comment je fais pour valoriser. Moi, j'insiste toujours sur le volet formation. Parce que honnêtement, je pense que je ne serais pas arrivée à ce niveau si je n'avais pas pris le temps de me former et de vraiment maîtriser les défis du secteur. Parce que, il faudrait le dire, l'agriculture est une science. C'est une science, on ne peut pas forcément du jour au lendemain se lever et dire, bon, je me lance. C'est comme si on disait, OK, demain je me lance dans la médecine. C'est pas pareil, c'est une science. Donc, il faut une formation de base dans le domaine précis qui vous intéresse, parce que c'est large l'agriculture et on n'est pas tous obligés de produire. On peut collaborer avec des producteurs, installer un réseau, organiser les cultures, organiser les ventes, organiser pas mal de choses. On n'est pas forcément obligé d'être carrément dans la partie production, mais pour en tout cas ceux qui identifient les domaines clairs dans lesquels ils veulent se lancer, c'est la formation d'abord. Et non, s'il n'y a pas eu une formation, par exemple, de base, le mieux, c'est de se rapprocher au maximum du milieu rural. Parce qu'on ne peut pas comprendre le milieu rural en étant à Dakar, ou juste par théorie, ou juste par préjugés. C'est une réalité complètement différente. Je pense que moi, tous les préjugés que j'ai eus avant d'aller au champ, quand je suis arrivée, c'était différent. Il fallait que je m'adapte, il fallait que je communique, il fallait que je puisse mettre les personnes que je trouvais sur la zone en confiance, parce que je suis une étrangère, même si je suis sénégalaise, mais quand je viens dans la zone, je ne suis pas de la zone, je ne suis pas du village. Par exemple, je viens de Dakar, donc il faut que j'intègre une communauté d'abord. Et quand je veux travailler avec une communauté, parce qu'on ne peut pas juste venir, couper sa parcelle, avoir son champ et puis croiser les bras. C'est pas possible. Vous êtes obligé de vous familiariser avec tout le village. Parce que la main-d'œuvre vient du village. Tout ce que vous allez acheter comme matériel, presque c'est peut-être à la quincaillerie du village ou chez le fournisseur du village. Donc il faut embarquer tous ces acteurs-là dans la zone dans laquelle vous vous implantez. Et justement, et c'est ça qui fait que vous allez exercer, opérer différemment et avec plus d'efficacité. Et puis, vous pouvez même parler de votre projet et ils viendront en appui. Parce qu'en tant que jeune, par exemple, on ne peut pas se permettre d'avoir des hectares et des hectares. Moi, j'ai commencé avec 1 hectare et ensuite, on est allé à 2 hectares. Pour le moment, on n'est qu'à 2 hectares. Mais si aujourd'hui, je m'engage dans des cultures plus larges, je suis obligée de coopter des voisins et de leur dire, je vous forme dans mes méthodes de production et on va ensemble mutualiser nos efforts pour travailler. Donc, on est obligé. Alors, dernière question. C'est vrai qu'on va peut-être pas parler de sous. Je ne sais pas combien de millions de dollars vous gagnez avec Manda Bio. Mais bon, je le souhaite. Mais quels sont aujourd'hui les obstacles aujourd'hui pour un peu développer ou en tout cas dynamiser cette entreprise-là au niveau local et plus tard au niveau africain? Parce que je pense que peut-être c'est l'objectif. Oui, c'est peut-être faire en sorte que cette entreprise soit présente dans les autres pays, surtout qu'on a un marché sous-régional très intéressant, très attrayant avec les produits du Sénégalais. Alors les obstacles majeurs pour l'agriculture, c'est vraiment l'accès au financement, parce qu'il s'agit quand même d'une activité qui demande beaucoup d'investissement. Agriculture, agro-industrie, agroalimentaire, ce sont des activités... Toutes les structures qui étaient là, je ne sais pas, DER, ADPME, tout ça. Oui, ils nous accompagnent, bien entendu. Okay. Mais je veux dire que c'est l'obstacle pour un jeune qui veut se lancer, qui veut se lancer. Les fonds, c'est le premier manquant, parce que justement, c'est une activité qui demande beaucoup d'investissement. Okay. C'est ça. Et donc, nous, avant justement de solliciter ou d'aspirer à ces accompagnements-là, on a fait du fonds propre. Et le fonds propre, c'était difficile quand même. Le fonds propre, c'est souvent, on appelle ça love money, c'est les parents, les amis qui aident, etc. Mais après, ils sont épuisés. Et le défi ou je pense que la partie la plus frustrante en tant qu'entrepreneur, c'est lorsqu'on a des grandes aspirations et qu'on veut réaliser quelque chose d'assez précis et maîtrisé et qu'il n'y a pas de fonds pour suivre derrière. C'est dommage, en fait, parce que finalement, le projet ne verra jamais le jour. Et le fait d'y aller à compte-gouttes, clopin, c'est encore plus difficile. Et même souvent, ça tue la trésorerie de l'entreprise. Donc, le principal défi actuellement, c'est la levée de fonds.
Et puis ensuite, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Parce que voilà, c'est vrai que les jeunes sont formés, mais pas assez dans les secteurs, les nouveaux secteurs, comme on dit, agriculture, agroalimentaire. C'est maintenant, tout récemment, ces dernières années, que les institutions académiques ont décidé d'intégrer les filières dans leur système d'éducation, des nouvelles filières, agro-business, entrepreneuriat agricole, agroalimentaire. Et donc, jusqu'à présent, la main-d'œuvre qualifiée fait encore défaut. Mais comme, voilà, il s'est déjà lancé, je pense que peut-être d'ici 2-3 ans, ce sera plus dynamique. Peut-être un mot, M. Ibrahim Mawad, vous êtes artiste comme Madame Lo, mais est-ce que vous êtes un peu cultivateur? Est-ce que vous allez au champ parfois? Non, mais quand on était gosse, peut-être on allait un peu... Voler des mangues, c'est tout. Voilà, voler des mangues. Les garçons, c'est surtout ça, aller cueillir, voler des mangues. Tu faisais ça? Je ne dirais pas ce que je faisais. On a terminé cette émission avec vous, M. Ibrahim Mawad. Comme je le dis, vous êtes un artiste visuel, un peintre. Vous faites beaucoup d'expositions au Sénégal et dans le monde. Vous venez nous parler de la dernière que vous organisez à Rufisque du 5 au 12 juin prochain. C'est un peu une exposition multimédia. Vous appelez ça modèle parce que vous voulez parler de tous les modèles qu'on a au Sénégal, mais c'est sous plusieurs formats. Il y a l'exposition peinture, il y a un livre que vous voulez sortir et également il y a un documentaire que vous voulez faire. Comment vous pouvez nous expliquer un peu, c'est un coup quoi, nga wax ñu un peu naka la idée bi ñëwee pour nga def affaire. Ouais, donc c'est un concept de modèle, je l'ai donc nommé modèle. Modèle, c'est un peu un trait d'union qui relie mon passage artistique, mes différentes étapes, les différentes étapes de mon art. Parce qu'en fait, j'ai fait les beaux-arts. Après, j'ai fait des expositions nationales. J'ai fait des expositions à la Galerie nationale, IFAN, Musée Boris-Baran, etc. Arrivé à un certain moment, je me suis dit que pour pouvoir acquérir un certain nombre d'expériences et être un artiste de renommée, il faut voyager. Donc j'ai vraiment voyagé. Et arrivé à un certain moment, en 2000, je suis allé au Maroc. J'ai fait une exposition. J'ai fait 5 ans au Maroc. Ah ouais? J'ai fait 5 ans successifs, quoi. Chaque année, je pars au Maroc faire une exposition durant 5 ans. Ensuite, j'ai fait une exposition en Turquie, 2 expositions en Turquie, 2 expositions en Tunisie, une exposition en Côte d'Ivoire, Mali, etc., Mauritanie. Et arrivé à ce moment, je me suis dit que c'est vrai que j'ai acquis un certain nombre d'expériences. Arrivé à ce moment, il faut se faire connaître. Me faire connaître dans ma ville d'abord, qui est Rufisque. Et j'ai exposé, en fait, je me suis dit que il faut quand même organiser des expositions, une façon pour moi de faire vivre un peu la ville au rythme de l'art. En fait, en 2008, j'ai fait une exposition sur la culture lébou. J'ai fait une exposition également sur handicap et social avec une association qui s'appelle APRE. Je salue quand même de passage Abdou Karim Sindoy et Ali Bokardia. Donc cette association m'a permis en tout cas de pouvoir exposer à Rufisque. Et cette exposition avait été suivie en direct à la mairie de Nantes et aussi à l'association APAGE, une association d'handicapés, un peu jumelle à celle du Sénégal, APAGE Sénégal. Et cette exposition aussi était suivie en direct à APAGE qui contient plus de 300 membres. En fait, j'ai fait aussi une exposition sur l'immigration clandestine, j'ai fait une exposition sur Youssou Ndour, une exposition également sur dans la peau d'un incompris. Arrivé à un certain moment, je me suis dit que il va falloir que je fasse une exposition
qui va donc relier mon passage artistique et ma vie de manière générale. C'est un peu créer une symbiose qui va me permettre en tout cas de m'illustrer à travers une exposition. Donc faire une symbiose qui va un peu relier mes étapes artistiques, mais aussi me permettre de pouvoir faire des œuvres qui va être une symbiose entre tout ce que j'ai fait durant ma carrière artistique. Donc je me suis dit que je vais créer ce concept qui est modèle, qui s'intitule modèle, qui consiste à faire une exposition d'abord, mais aussi un film documentaire sur l'immigration clandestine, mais aussi la sortie d'un livre sur des personnes qui sont des modèles au Sénégal. Donc cette exposition... Et vous avez commencé par Youssou N'Dour. Voilà, Youssou N'Dour. Parce que vous êtes un fan de Youssou N'Dour, quoi, comme Thierno. Bon, moi, sincèrement, j'ai dépassé l'âge d'être fan de qui que ce soit. Ah oui. Mais mais bon, j'ai une certaine admiration, quoi, par rapport à tout ce qu'il a fait. Oui, on admire sa musique, quoi. Voilà, non, surtout ça, sa carrière. Sa carrière, parce qu'en fait, bon, moi, ça c'est modèle. L'idée, c'est modèle, quoi, des modèles. Montrer aux jeunes qu'on peut rester au Sénégal et réussir donc ces projets. C'est un peu l'idée. Donc, l'exposition, il y aura une vingtaine de tableaux qui seront exposés. D'abord sur ces différents thèmes que j'ai abordés, mais aussi sur les différentes techniques de travail. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai un peu voyagé, j'ai découvert d'autres cultures, d'autres techniques de travail, surtout orientales, des techniques un peu orientales, telles que Maroc, qui insistent un peu sur les couleurs vives, les mélanges de couleurs, l'équilibre des couleurs, le graphisme. Donc, j'ai fait, donc, je me suis inspiré un peu de ça, et tout en améliorant mon travail de manière générale. Donc, toutes les techniques que j'ai utilisées durant ma carrière se retrouvent dans cette exposition. Absolument. Laura? Bonsoir, Monsieur Wade. Bonsoir. Félicitations pour cette carrière, justement. Merci. Le fait d'avoir eu l'occasion aussi d'exposer à autant d'endroits différents et d'expérimenter, en fait, au sein de votre propre vécu, ce que vous étiez capable de faire, finalement, dans différentes thématiques, avec différentes techniques. Je pense que c'est admirable et c'est intéressant de se dire qu'on peut venir découvrir un artiste pluridisciplinaire, finalement, parce que vous avez parlé de tableaux, vous avez parlé de la sortie d'un livre, d'un film documentaire, etc. J'ai cru comprendre aussi qu'il y aura du dessin, qu'il y aura de la photographie. Donc je pense que c'est intéressant de voir comment vous avez en fait réussi peut-être à réunir ces différentes formes d'art pour servir un même thème, celui des modèles, pour servir aussi un discours qui permet en fait de faire prendre conscience aux jeunes que, comme vous l'avez dit, sur la base de certains modèles de personnes qui ont réussi en restant au Sénégal, etc., de vous dire, voilà, il faut essayer de regarder ce que vous pouvez faire ici et de lutter à votre niveau contre l'immigration clandestine notamment. Et justement, vous êtes engagé pour une cause et vous nous montrez encore une fois à quel point, en fait, l'art permet à son échelle de faire passer ces messages-là et de prendre part en fait au débat pour pouvoir permettre aussi à d'autres qui ne le voient pas de cette manière que on peut y réfléchir et on peut rester entre nous pour en discuter et pour voir ce qu'on peut faire. Et justement, vous rappelez la part que jouent les artistes dans cette conscientisation, pardon. Vous mettez le doigt sur un fléau de société. Mais comment est-ce que vous vous êtes organisé finalement dans les termes pratiques pour pouvoir réunir en fait toutes ces différentes formes d'art en un même lieu et qu'on puisse peut-être lors du vernissage, qu'on puisse un petit peu s'imprégner de votre univers puisque vous avez réuni les différentes thématiques, les différents pans de votre carrière en un même moment, je dirais. Voilà, donc j'ai un peu fait de l'audiovisuel grâce à Alioune Ndiaye. J'ai fréquenté le monde audiovisuel. Bon, on a travaillé sur un concept qui s'appelle le Grand Rendez-vous. J'ai fréquenté un peu la télévision. Ensuite, j'ai créé ma propre structure après, qui s'appelle Airvision, une structure de communication. Si on parle d'audiovisuel, on parle de
digitalisation, on parle de numérique, un peu de communication, etc. Bon, en fait, moi je suis artiste, j'ai fait les beaux-arts, j'ai appris à dessiner, appris à créer des choses. J'ai appris à faire de l'art naturel. Et j'ai fréquenté un peu le monde numérique. J'essaie de faire cette symbiose, c'est-à-dire faire une jonction entre l'art naturel et l'art numérique. Parce que on est dans le monde numérique. Faire une jonction aussi entre la peinture naturelle et la peinture numérique. Faire la jonction entre aussi la photographie et le dessin, en y ajoutant de la récupération, du collage, du graphisme, etc. pour créer un style un peu inédit. Parce qu'en fait, je suis artiste, mais aussi j'ai fréquenté le monde audiovisuel. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est assez impressionnant tout ce que vous faites parce que pour moi, c'est peut-être ça le sens d'un artiste. C'est celui qui ne se met pas de barrières, qui peut fréquenter différentes disciplines, qui peut être agricultrice et actrice en même temps. Ou bien, mais je pense que c'est intéressant parce que en réalité, il y a une courroie de transmission entre les différents arts. Je pense que quand on les fait très bien, c'est toujours intéressant de les présenter au public. Et de ce point de vue-là, je vous félicite. Le projet en tant que tel modèle, il est intéressant. D'abord parce qu'on a besoin de modèles. On n'a pas l'histoire de Youssou N'Dour. Oui, moi, j'ai toujours été admiratif de sa musique. Bon, maintenant moins, pour d'autres raisons. Mais bon, je pense que c'est peut-être pas le seul modèle aussi. Il y a beaucoup d'autres modèles dans ce pays-là qui ont irrigué l'aventure sociale du Sénégal, qui nous ont permis un peu de nous inspirer par leur comportement, par leur posture, par leurs attitudes. Peut-être aussi ce que vous avez dit par rapport à l'immigration clandestine. Je suis contre ça, je le dis tout le temps. Pour moi, il n'y a pas d'immigration clandestine. C'est les Toubabs qui nous parlent d'immigration clandestine. Et quand ils viennent chez nous, ce sont des expatriés. Quand on va chez eux, on est des émigrés. Ce qui, pour moi, n'a pas de sens. Le voyage, c'est un droit naturel. On peut aller où on veut. On n'a pas le droit de nous demander de rester là ou ailleurs. Bon, c'est mon avis personnel. C'est peut-être moi la question que j'aimerais vous poser. Quelle est un peu votre compréhension aujourd'hui de cette émigration clandestine? Comment un peu vous allez traiter ce sujet-là relativement au documentaire que vous voulez mettre en place? Voilà, donc pourquoi j'ai abordé ce sujet? Parce qu'en fait, en 2000, quand je suis allé au Maroc, j'ai rencontré des Sénégalais à Tanger, entre Casablanca, Tanger, entre Rabat, Oujda. J'ai rencontré des Sénégalais qui étaient vraiment dans des difficultés. Et ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit que je vais porter ce combat. Je vais aller au Sénégal et je vais rencontrer des jeunes. Je vais les conscientiser par rapport... C'est-à-dire c'est le danger qu'ils vivent. Voilà, c'est ça. En fait, il n'est pas interdit d'avoir l'idée de voyager. C'est bien, mais il faut voyager dans les règles de l'art. C'est ça, dans de bonnes conditions. Parce que c'est vraiment dangereux d'aborder la mer quand même. En fait, voilà. On va être très nuancé de ce point de vue-là parce que c'est le risque. C'est le risque qui m'interpelle. Oui, mais je veux dire, ceux qui sont dans cette situation-là. Oui, c'est un danger, je suis d'accord. Mais moi, j'ai entendu. Par le désert, que ce soit par la mer. J'ai entendu un jeune homme dire que. Je veux dire, je préfère mourir dans la mer. Ils disent, je vais y retourner même si... que regarder la vie que mène ma mère. Mère et mère. Cette harmonie-là, elle est importante à faire. Parce que quand le jeune homme se réveille tous les jours et est en face de la misère que vit sa mère, il préfère braver la mer. Donc je pense que c'est ça. Donc moi, je comprends cela, mais il y a toujours peut-être une nuance à faire par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui, mais c'est ça. Donc c'est vraiment dommage parce qu'en fait... je voyais des Sénégalais dans des difficultés, vraiment. Oui. Dans des difficultés, qui n'avaient plus d'argent, qui étaient vraiment désolés. Malheureusement. C'était un peu... Donc, dans ce documentaire, il y a d'autres modèles. On est allé voir, rencontrer d'autres modèles, tels que Djaraf, Djibril Sène,
Ablaye Gueye Saltigué de Rufisque, parce que l'exposition porte aussi sur, en fait, la culture lébou aussi. Donc, on est allé voir des dignitaires lébou, on est allé rencontrer aussi des personnes qui sont un peu dans le social, tels que Mandio Sek, etc. Essayer pour qu'ils puissent un peu retracer leur parcours, pour faire comprendre aux jeunes que voyez, c'est bien, mais aussi on peut rester au Sénégal et réussir. Peut-être un mot, Madame Lo, je ne sais pas si vous avez titillé un peu le pinceau, je sais que vous faites un peu de guitare, mais est-ce que vous avez essayé de faire de la peinture? La peinture, non, je n'ai pas encore osé. Peut-être je me formerai dans ça. Mais voilà, j'ai été touchée par le fait de rester et de réussir ici, localement. Et voilà, je pense que je peux me citer parmi les exemples parce que lorsque je voulais me lancer, on me proposait justement d'aller faire mes études à l'étranger. Et je disais que non, je pense que la vision que j'ai, elle peut bien se développer ici. Et puis voilà, ça peut marcher. Vous êtes un modèle. Voilà. Vous êtes un modèle. Et le vernissage aura lieu Voilà, le vernissage aura lieu le 8, juin prochain. Et j'ai quelque chose à dire un peu par rapport à l'exposition, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui organise des expositions, qui fait vivre, en tout cas, la ville de Rufisque au rythme de l'art, de la culture, mais je ne suis pas accompagné. Franchement, ni par la mairie de ville, ni par la mairie nord, ni par la mairie est, ni par la mairie ouest. Je les ai envoyé des courriers, ils ne m'ont même pas répondu. Personne ne m'a répondu. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il y a des budgets pour ça, des budgets donc, par rapport à la culture. Donc, je ne suis pas accompagné alors que... Est-ce que le maire, il est cultivé aussi? C'est une question à se poser. Ah, mais c'est ça. Souvent, ils vont élire des politiciens. C'est ça. Hein. Non, politicien, souvent des politiciens. C'est différent. Ah, mais si tu es cultivé, tu dois savoir que l'art est important. En tout cas, j'espère qu'ils vont répondre à cet appel-là. Ils vont soutenir, pas juste répondre. Oui, exactement, et soutenir d'ici le 8 juin. Juste une dernière question avant de terminer. Est-ce que vous n'avez pas un peu trop... Vous parlez tout à l'heure du numérique. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'intelligence artificielle? Vous ne pensez pas qu'il y a un risque que ça tue un peu la peinture, la photo? Parce que maintenant, voilà, vous faites une esquisse. Un Tierno qui ne sait même pas dessiner, il fait juste une esquisse et on lui fait un tableau. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas prendre les devants, je veux dire? Oui, mais il faut s'adapter. Hein, parce que le numérique est là, donc on doit l'exploiter à notre façon. Absolument. C'est ça, donc il y a beaucoup de choses. Parce que l'art est vaste. On peut tellement créer des choses. Oui, mais l'intelligence artificielle ne va pas tuer l'inspiration humaine. Voilà, j'ai oublié l'exposition, ce sera donc au restaurant Deux Esteranga, à partir de 17h. Oui, à Rufisque, au restaurant Deux Esteranga, en face, donc la sagesse, le 8 à partir de 17h. À partir de 17h, voilà. Tout le monde est invité. Voilà. En tout cas, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Wade, très heureux également de recevoir Madame Lo. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Remercier mes co-présentateurs, Laura Fortes, Thierno Suleiman Diopnian. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah. waxtaan féexal sa xol dalal sa xel te jariñu seen talk show fii ci RTS 1 altine ba alxemes jeek ak këram Mama Dieye ak i chroniqueuse am ak seeni gan ngir waxtaane genre ak nekkinu jigéen ñi